Quelle force pour l'Europe? Quelles actions majeures en ce début d'année 2026 en matière de géopolitique? Je vous propose de faire le point tout de suite avec notre invité, Jérôme Kéré, qui nous attend, qui est déjà là. Cher Jérôme, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous accueillir pour faire un peu ce décryptage en matière de géopolitique. Alors vous êtes, si je puis me permettre, un Européen convaincu. Comment percevez-vous la posture de l'Europe dans cette fragmentation géopolitique dont on parlait? Est-ce que finalement, on s'affirme enfin? Oui, alors l'Union européenne s'affirme enfin, parce qu'on la traite souvent de naïve. C'est en train de changer. Il y a des notions comme la politique industrielle, la souveraineté, l'autonomie stratégique qui étaient tabous auparavant. Et aujourd'hui, c'est des notions qui reviennent plus naturellement à Bruxelles et à Strasbourg. Alors, il ne faut pas que la France se montre trop arrogante en disant nous avions raison avant les autres. C'est un peu ce qu'on reproche souvent à la France. On n'avait pas toujours raison, notamment au début de la guerre d'invasion russe en Ukraine. Donc il faut être assez prudent, même si il faut amener les autres vers nous, il faut aussi faire un pas vers eux. Il faut que les pays nordiques soient un peu plus aventureux et c'est une nécessité pour eux, comme les Danois le savent très bien malheureusement. Alors aujourd'hui, on a clairement besoin à la fois de visibilité, mais on a besoin de cohérence. On a besoin de stabilité dans ce monde chahuté. Est-ce qu'on a des éléments qui nous permettent d'avoir confiance dans cette voie de la cohérence? Oui, c'est un peu le discours d'Emmanuel Macron à Davos, qui d'ailleurs a été repris de façon humoristique par le ministère allemand des Affaires étrangères. L'Union européenne, c'est la stabilité. On nous reproche souvent d'être lent, d'être très très long à prendre des décisions, d'avoir trop de normes, mais au moins on est un espace de stabilité. On ne va pas surréagir à chaque tweet d'un chef d'État étranger. On est stable, mais on sait aussi se projeter vers l'avenir. Et c'est ça qui est important. Pas seulement d'être en réaction par rapport aux autres, il faut l'être quand c'est nécessaire, et en ce moment c'est nécessaire, mais il faut se projeter sur qu'est-ce qu'on veut faire ensemble en tant qu'Européens, et c'est ce qu'on fait à travers le cadre financier pluriannuel sur les 7 prochaines années. Alors pour l'instant c'est au stade de la proposition de la Commission européenne, mais il y a une place de la défense, de la sécurité beaucoup plus importante, vraiment sans commune mesure par rapport au précédent cadre financier pluriannuel, et une place aussi plus importante pour les investissements en termes d'innovation, parce que c'est un secteur qui en a besoin, notamment à travers le programme Horizon Europe. Alors, est-ce que ces éléments sont faits pour nous rassurer aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors oui, comme je disais, il y a des mentalités qui évoluent. Il y a même des pays qu'on n'attendait pas particulièrement. Il y a un député européen irlandais qui, au Parlement européen, a dit qu'il fallait faire beaucoup plus sur la sécurité et la défense, qu'il fallait qu'on prenne ce sujet en commun entre Européens. Et vraiment, l'Irlande, c'est un peu le dernier pays sur lequel on s'attend des positions fortes. Donc ça, c'est vraiment des choses intéressantes. Tout le monde bouge en même temps. Même un chef d'État slovaque qui va critiquer les discours américains. En ce moment, sur la Slovaquie, c'est pas forcément une évidence. Donc on est tous plus ou moins raccords sur les différentes menaces. Et il y a même des pays comme l'Allemagne qui maintenant souhaitent aller de l'avant, avec certains qui souhaitent aller plus rapidement. Et certaines fois, c'est les choses qu'on entendait un peu plus de la France. Là, il y a d'autres pays comme l'Allemagne, comme la Pologne ou l'Espagne qui se disent d'accord, si on n'est pas tous prêts à y aller en même temps à 27, on va pouvoir y aller à certains, notamment les gros États en termes de superficie, de population. Et donc c'est ça qui est intéressant. On n'est pas obligé d'attendre l'unanimité. Sur cette question-là, elle est nécessaire à Bruxelles, mais on peut aussi faire des coopérations renforcées et structurées. Vous parlez de coopération, ça nous fait forcément penser à cette logique de partenariat qui est très importante. Alors il y a des États, des pays avec lesquels ça paraissait évident, et puis il y a finalement de nouveaux partenariats que l'on voit peut-être émerger. Je pense au Canada ou peut-être notamment l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui de ces véritables partenariats? Qu'est-ce qui pourrait changer dans la donne actuelle? Alors justement, la position des États-Unis nous a forcé à diversifier nos partenariats. Alors, c'est quelque chose qu'on faisait déjà avant. Les accords commerciaux extérieurs de l'Union européenne, ça fait des décennies qu'on les négocie. Certains sont plus longs que d'autres. Mais en tout cas, il faut savoir que ce n'est pas uniquement sur l'abaissement des tarifs douaniers. C'est bien plus. On le voit avec l'Inde, dont l'accord a été signé récemment. Et donc c'est aussi sur la cybersécurité, sur la lutte contre le terrorisme, contre la piraterie ou le spatial, notamment avec l'Inde. Et donc on se dit comment faire en sorte d'être moins dépendant d'un seul acteur, d'un seul allié historique, qui était très porté au nu par tout un tas de pays européens, dont le Danemark, les pays nordiques de manière générale, les Pays-Bas. Et donc là, on va aller un peu plus diversifier, notamment avec le Canada, avec qui on a des relations fortes, mais aussi avec d'autres pays comme l'Afrique du Sud ou l'Inde. Si vous aviez 3 forces maîtresses à mettre en valeur de l'Europe, quelles seraient-elles ?
Alors, les forces, alors ça peut peut-être contre-intuitif en ce moment, mais c'est des normes. C'est des normes qu'on a en commun, parce qu'un marché fragmenté, 27 pays, 27 normes différentes, voire plus dans certains pays, comme la France, on aime aussi beaucoup la norme. C'est plus simple aussi pour les entreprises. C'est plus simple, plus sûr, et on peut plus facilement se projeter. Donc, les normes à travers NIS 2 pour la sécurité cyber dans des secteurs stratégiques comme le transport, la santé, l'énergie ou la finance, le règlement dit DORA qui se concentre sur les acteurs de la finance avec les banques, les assurances, mais aussi les producteurs de crypto-monnaies. Donc ça, ces normes, c'est vraiment une force pour nous. Et c'est des normes aussi qui poussent à des partenariats entre nous, notamment entre l'ANSSI et ses homologues européens, puisqu'on est confronté à des menaces similaires, pas identiques mais similaires. Donc on peut regarder les réponses des uns des autres pour s'en inspirer. C'est pas forcément un copier-coller, mais au moins on peut voir ce qui a été fait en Estonie, par exemple, où ils sont très avancés sur le sujet, parce qu'il y a des menaces très prégnantes de leurs voisins russes. Et si vous aviez finalement une attente de 2026, qu'est-ce qu'on peut en attendre collectivement de cette année? Alors 2026, pour l'Union européenne en tout cas, c'est des négociations sur le cadre financier pluriannuel dont j'ai parlé, vraiment qui se projettent et qui soient à la hauteur des ambitions des uns et des autres et de l'ambition collective. Certes, ça coûte de l'argent, bien sûr, donc il faudra des nouvelles ressources propres, mais il faut que les États membres ne soient pas sur uniquement une logique comptable, mais vraiment pensent à cette sécurité collective. Et pour cela, il y a aussi ce qu'on appelle l'Union de l'épargne et l'investissement, on en parle depuis longtemps, on parlait avant de l'Union des marchés de capitaux, on a changé le nom, mais le problème reste identique, il faut vraiment que notre épargne des Européens, des Français, puisse servir nos intérêts avant tout, puisqu'il y a beaucoup de demandes au niveau des investissements dans le secteur de la cyber notamment, mais pas que. Donc on a besoin vraiment d'avancer, même l'Allemagne est allant sur le sujet, il faut que ça se transforme en 2026. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme Quéré, d'avoir éclairé un peu ce panorama 2026 à venir, avec évidemment l'Europe, puissance qui s'assume, et un certain nombre d'actions que nous suivrons. Merci beaucoup, Jérôme Quéré, d'avoir été notre invité. Merci à vous.